Bienvenue à cette deuxième partie de votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro-Web TV. Avec nous aujourd'hui, Monsieur Philippe Amedo, dit par Duplessis depuis la Belgique, que nous recevons. Merci infiniment d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Alès Mikafou avec nous au studio, analystes, tous deux analystes politiques. Et aujourd'hui, donc, les manifestations sont organisées contre la vie chère dans probablement tous les pays africains, et des fois les couvre-feux sont décrétés par les gouvernants, et dans d'autres également l'interdiction des manifestations contre cette vie chère. On vient de frôler un peu donc pendant cette première partie la vie chère dans tous ses aspects, et malgré que nous sommes à 62 ans, après il y a toujours le coût de la vie qui devient insupportable pour certains, surtout dans les pays africains, et c'est pour ça que nous avons eu le privilège de vous proposer cette thématique pour en parler avec nos invités de ce jour. Et merci infiniment. Si vous êtes connecté en ce moment sur notre chaîne YouTube, vous pouvez vous aussi participer à cette émission en appelant plus 1 319 462 89 79 par WhatsApp ou appel direct. Monsieur Philippe Amedo, dit votre première interprétation par rapport à cette thématique. Merci Moïse. Je crois que il n'est pas superflu de rappeler que la problématique de la vie chère ne se pose pas seulement aux pays d'Afrique. Moi, je vis en Europe et le taux d'inflation ou l'inflation que les pays de l'Union européenne connaissent aujourd'hui a battu les records, a battu tous les records. En moyenne, l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation vertigineuse des prix, surtout des prix des produits de première nécessité, l'alimentaire ou les produits pharmaceutiques, a atteint en moyenne 9% dans les pays de l'Union européenne, ce qui pose énormément de problèmes aux consommateurs. Heureusement, beaucoup de pays développés ont mis en place ou mettent en place des mécanismes d'ajustement. C'est-à-dire, ils parlent de panier de la ménagère. Lorsque les prix d'un certain nombre de produits constituant ce panier-là augmentent, les pays consciencieux réajustent, augmentent le SMIC, le salaire minimum garanti, pour permettre encore à leur population de ne pas pâtir, ou en tout cas de ne pas basculer dans la misère totale. Ce mécanisme n'existe malheureusement pas dans nos pays. En Belgique, on parle même d'indexation automatique. À partir du moment où les économistes relèvent des prix sur le marché qui montrent que le consommateur moyen pourrait être en difficulté de payer son loyer, de payer son repas, il n'y a même pas nécessité de négocier. Automatiquement, l'État ajuste, le gouvernement ajuste le salaire moyen. Dans certains pays, c'est un peu plus compliqué, c'est un mécanisme de négociation, mais ça existe. Il faut jeter la fleur, ou reconnaître en tout cas à Alassane Ouattara, qui, ayant pris conscience des difficultés des Ivoiriens à subvenir à leurs besoins, a augmenté le SMIC de 60 000 qu'il était en 2020 à 75 000. Mais les autres pays de la sous-région, dont les populations sont confrontées aux mêmes difficultés, que font leurs dirigeants? Donc, je pense que ce problème-là, qui est lié à la crise économique mondiale, découlant non seulement de la crise sanitaire liée au Covid-19 et de la guerre en Ukraine, avec l'augmentation vertigineuse des prix des produits pétroliers ou des prix de l'énergie. Il faut savoir que toute transformation se fait à base de l'énergie, ce qui a fait que tous les prix ont augmenté. Il faudrait qu'on revienne encore aux gouvernants, aux dirigeants. Il faudrait que des mesures urgentes et des mesures
indispensables soient prises au niveau de nos pays pour que les gouvernés, okay, les populations ne crèvent pas, et je pèse mes mots, ne crèvent pas de faim. Dans beaucoup de pays d'Afrique actuellement, les gens, avant que la crise ne commence, les gens étaient à moins d'un repas par jour. Aujourd'hui, un repas complet par jour. Aujourd'hui, les gens sont à un repas complet tous les 3 jours. Vous imaginez, même pour le fonctionnaire d'État qui doit aller travailler et faire avancer son pays, avoir le ventre creux, ce gouvernant doit comprendre qu'il est en train de produire, de scier, de couper la branche sur laquelle il est assis. Tout se tient. Si par méchanceté ou par mauvaise vision, par mauvaise prévision, les dirigeants laissent les populations croupir dans la misère, ils risquent de trouver malheur en chemin. Je crois qu'on va y revenir. Rappelez-vous, Omar al-Bashir a été emporté pour avoir augmenté le prix du pain dans son pays. Sri Lanka, il y a moins d'un mois, le président a été obligé de fuir son palais et de partir en exil parce que la population n'avait plus de médicaments et n'avait plus de quoi manger et surtout n'avait même plus de carburant dans les stations-service. Donc je crois que Moïse, je termine par là, c'est un sujet d'importance capitale. On ne peut pas laisser une population, voyant que le problème de la vie chère est un problème d'ordre international, il faut forcément en Afrique que nos gouvernants prennent ce problème à bras le corps, réfléchissent et prennent les mesures adéquates pour que les populations ne crèvent pas de faim. Merci. Que doit faire le gouvernement lorsque les manifestations sont interdites, Monsieur Alex? Les gouvernés doivent faire quoi du moment où les manifestations sont interdites? Moïse, ils n'ont rien à faire que de se contenter de leur misère. Parce que dans nos pays africains, n'oublions pas que c'est des pays dirigés avec des mains de fer, où c'est sur la population que l'autorité administrative, sinon militaro-administrative, sinon policière-administrative, parvient à exercer ses compétences. Voilà ce qui est un drame pour nos pays. Moïse, un pays dans lequel la manifestation publique est réprimée et interdite est un pays forcément dans lequel ces institutions sont trop injustes. Et c'est cette inégalité dont les dirigeants sont conscients qu'ils sont en train de couvrir par la force. Prenons nos pays africains. Moïse, je parle toujours en termes généraux, parce que tous les pays africains vivent presque le même drame, excepté le Maghreb et l'Afrique du Sud. Et les 50 dernières années écoulées, les erreurs commises dès l'accession à l'indépendance, si l'Afrique francophone ne se ressaissit pas tôt, elle payera fort cela dans les 50 années suivantes. Et c'est ça nous sommes en train de vivre présentement. Voyons un pays dans lequel le secteur informel est un pilier de l'économie nationale. Or, ce secteur informel, c'est lui qui est aujourd'hui affecté. Du moment où la manifestation doit éveiller le gouvernement à donner un appui à ce secteur et que le gouvernement est en train d'avancer une fuite en avant, ne nous attendons pas à un miracle. C'est un chaos tôt ou tard qui risque de se produire. Parce que la population, lorsqu'elle est dépassée, arrivé un moment, Moïse, aucune loi, aucune contrainte coercitive qu'elle soit ne pourra pas la retenir. Et c'est ça qui est à redouter si nos dirigeants ne prennent pas conscience. Parce que des pays qui ont leur économie focalisée sur l'agriculture, leur économie focalisée sur le secteur tertiaire, précisément le secteur informel, il faut de façon rusée parvenir à les encadrer, à les encourager. Mais du moment où le déficit se trouve aussi à ce niveau, Moïse, mais n'attendons forcément pas un miracle, ça ne viendra pas. Plutôt c'est le chaos qui est à venir.
N'est-ce pas parce que pour éviter les dégénérations qu'on a l'habitude de voir avec lors des manifestations publiques, que l'autorité, ou soit les autorités prennent les décisions d'interdire les manifestations publiques, M. Philippe Amedodji? C'est plutôt des prétextes. Hein, si je peux parler du cas du Togo, c'est plutôt des prétextes. Au départ, il y a quelques mois, c'était les risques de propagation de la pandémie au Covid, au Corona. Lorsque la crise sanitaire était passée, ce sont les menaces terroristes actuellement. Et demain, qu'est-ce qu'ils vont évoquer pour encore interdire les manifestations? Vous savez, et nous venons tous d'Afrique, il y a l'adage qui dit on ne peut pas frapper quelqu'un et l'interdire de pleurer. Lorsque la personne est blessée, il faut au moins lui permettre de pleurer ou en tout cas de gémir. Actuellement, la situation que vit beaucoup de nos concitoyens, ou en tout cas beaucoup de populations en Afrique, c'est cette restriction de liberté. Même les gens ne peuvent même plus dire, exprimer, ne serait-ce que par effet cathartique, psychologique, la douleur qui les accable. Au moins qu'on les autorise à manifester. La manifestation, ce n'est pas forcément, c'est le regroupement des gens, le rassemblement des gens. Même ça, c'est interdit. Ok? On peut craindre que certaines manifestations ne dégénèrent et n'aboutissent ou bien n'entraînent des situations de chaos où des gens mécontents s'attaquent ou s'en prennent à des biens publics. Les craintes sont là. Mais notre armée ou nos armées pléthoriques là, à quoi servent-elles? On a vu dans les pays en développement qui mettent en place des cordons de sécurité pour faire en sorte que les fauteurs de troubles soient identifiés et mis hors d'état de nuire. Donc je dis que empêcher les gens de dire là où ils ont mal avec la crise que nous vivons n'est pas une bonne solution. Une marmite contenant de l'eau qui bout, lorsqu'on met même un couvercle, la puissance de la vapeur finira par faire sauter ce couvercle-là. Et comme Alex le dit, il faudrait redouter cet effet-là. C'est un effet naturel. La puissance de la vapeur va faire sauter le couvercle que certains gouvernants sont en train de mettre ou d'imposer aux populations actuellement. Laissez de deux choses l'une. Ou bien, comme en Côte d'Ivoire, les dirigeants observent la difficulté de vivre des populations, prennent des mesures pour alléger leurs peines, ou bien que les dirigeants acceptent quand même que les populations disent leur mal de vivre et qu'ensemble avec ces populations-là, que les gouvernants leur expliquent. Je sais, nos pays ne sont pas riches, on l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, on ne peut pas demander aux pays de dépenser beaucoup plus qu'ils n'en ont. Un de vos téléspectateurs a téléphoné tout à l'heure pour dire que les critères des institutions internationales font que les pays d'Afrique ne réunissent pas les meilleurs scores pour aller faire des emprunts sur le marché international et financer l'industrialisation, financer la santé et l'éducation chez eux. Maintenant, ce constat est là. Si un père de famille, un bon père de famille, se trouve devant une difficulté, ses enfants ont faim, la moindre des choses, c'est que ce papa-là accepte de discuter avec ses enfants pour leur dire, écoutez, moi aussi je n'ai plus de salaire, voilà ce qui reste, comment on va faire pour joindre les deux bouts. Mais interdire à ses propres enfants de pleurer ou de gémir de douleur ou bien de faim, ce n'est pas une bonne solution lorsqu'on est un bon père de famille. Donc, pour répondre à ta question,
L'interdiction des manifestations liées à la crise, liées à la cherté de vie, n'est pas une solution. Au contraire, comme un effet boomerang, ça risque de revenir très violemment au visage des gouvernants. Merci, Monsieur Philippe Amedodi. Monsieur Alex, nous sommes presque à la fin de cette émission, surtout de cette deuxième partie concernant les manifestations publiques, mais pour l'heure, je voudrais vous savoir, en lieu et place du citoyen lambda, quelle est la responsabilité qui revient, que doit faire le citoyen lambda si jamais il a l'occasion de discuter avec l'autorité, comme M. Philippe Amedodi vient de le dire, et quelles sont les dispositions à prendre? Moïse, il faut d'abord retenir qu'en réalité, les manifestations publiques sont un droit constitutionnellement reconnu par tout État qui pratique l'usage de sa condition comme gage de démocratie. Et c'est le cas de bon nombre de pays en Afrique subsaharienne, mais malheureusement, les conditions sont exécutées compte tenu du bon désir de celui qui est au pouvoir, ce qui est triste. Aujourd'hui, lorsqu'un citoyen lambda a l'opportunité de discuter directement avec l'autorité en place, je pense aller tout droit au but, dire toutes les vérités, cruelles qu'elles soient ou pas, à ce dirigeant est la chose la plus idéale. Parce que tu ne peux pas être dans la précarité, dans le besoin, et du moment où tu as l'opportunité de t'exprimer et tu essaies de te retenir. Non. Aujourd'hui, et bien pour te dire, ce citoyen lambda en Afrique francophone, aujourd'hui, en Afrique noire francophone, n'aura pas ce privilège de rencontrer l'autorité. On n'a pas encore atteint ce niveau. Aujourd'hui, la force idéale, le poids idéal qui puisse s'exprimer pour alerter les autorités, c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous aussi sommes inclus dans la citoyenneté lambda. Nous, aujourd'hui, nous exhortons nos dirigeants à être à l'écoute des revendications populaires. Parce que je pense que c'est cette population qui les aurait placés là-bas. Ils sont conscients de ça. Eh bien, ils ne sont pas forcés d'exécuter les volontés occidentales, parce que nous savons bien qu'en réalité, nos pays sont dirigés par l'Occident. Et c'est ça que nous sommes en train de combattre, parce que l'Afrique aujourd'hui, pour se libérer, ne doit pas s'attendre que l'Occident se détache d'elle. C'est plutôt à nous de nous désolidariser de l'Occident et envisager une solidarité commune africaine. Sinon, sans cela, le citoyen lambda, comme tu es en train de le dire, Moïse, est dans sa misère et cette misère lui sera permanente. Nous sommes à la fin de cette émission, la plus courte partie donc de l'émission d'aujourd'hui. Alors, Monsieur Philippe Amedodi, vous êtes face à un président africain ou à tous les présidents africains, et nous savons que nos émissions vont acquis de droit. Et que direz-vous? Quel est le message si vous êtes aujourd'hui en face des présidents africains pour que, en lieu et place des manifestations publiques, ils trouvent des solutions à la vie chère qui gangrène les pays africains? Merci Moïse. Avant de donner mon message, de répondre à ta question, j'aimerais juste relever quelque chose. Je viens de lire un article sur les réseaux sociaux disant que le Togo, le gouvernement togolais a décidé de suspendre la subvention du gaz, au prix du gaz. Donc, et quel effet cela a produit? Les consommateurs du gaz n'ayant plus les moyens d'acheter ce gaz-là parce que le gaz n'est plus subventionné, le prix est excessivement haut, ils vont retourner au bois de chauffe. Qu'est-ce que cela va produire? Ça va renforcer la dégradation, ça va créer des problèmes d'ordre environnementaux. Vous savez, la chaleur ou bien les inondations et les catastrophes naturelles auxquelles le monde est confronté aujourd'hui sont liées aux déréglementations climatiques. Donc, ça veut dire que
En refusant de prendre des mesures idoines, nous risquons encore de continuer à abîmer l'environnement et nous risquons de laisser un monde chaotique et désastreux aux générations à venir. Donc, le problème dont nous débattons aujourd'hui a des conséquences, des répercussions incalculables. Je termine par ceci. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, je crois et j'ai la conviction que les gouvernants, si bonne volonté il y a, pourraient, un temps soit peu, faciliter, créer les cadres. Je ne dis pas de créer les emplois, mais au moins créer les cadres pour relancer l'économie de leur pays. Je donne juste un exemple, et c'est mon mot de fin. Qu'est-ce que ça coûte au Togo, par exemple, de développer un système de paiement par carte bancaire ou par identification numérique, mais cette carte-là permet seulement d'acheter des produits dits locaux, des produits manufacturés au Togo. C'est-à-dire, il ne faut pas que l'argent, que l'État, on parle en économie d'injection d'argent dans le circuit économique. Il ne faut pas que l'argent que l'État va donner aux citoyens, ok, par ce qu'on appelle en économie de transfert de revenus, parte encore vers l'achat des produits importés. Sinon, on enrichit encore l'étranger, on s'appauvrit. Il y a moyen de développer des applications et des programmes pour encourager la production et la consommation locale. Grâce à cela, le niveau de vie du pays va se relever parce que ceux qui produisent vont pouvoir vendre. Et lorsque je vends, j'ai des revenus qui me permettent aussi d'aller acheter. Et on parle de chaîne de valeur. Donc, c'est un exemple concret. Ce n'est pas de la théorie. La Chine l'a développé. Et ça a permis à la Chine de créer un vaste marché de consommation. Lorsque, à l'intérieur, vous avez un marché de consommation important et que vous avez développé un bon réseau de production, vous pouvez alors gagner plus facilement les marchés à l'exportation. Voilà une solution ou bien une piste de solution que aujourd'hui la diaspora est même prête à aider nos gouvernants à implémenter sur le terrain. Merci. Merci, M. Philippe Amedodi. M. Alex, votre solution ou mot de fin pour terminer cette émission? La solution, une éventualité de solution aujourd'hui est que les pays africains doivent faire l'effort d'industrialiser leur agriculture. Parce que nous sommes aujourd'hui devant le fait bien accompli que les agriculteurs aujourd'hui utilisent encore des roues, des dabas et des machettes, ce qui n'encourage pas forcément la production en grande quantité. Alors, pour une quantité suffisante en matière de production, il faut industrialiser nos agricultures et cultiver surtout les produits dont la population a besoin en matière de consommation basique. C'est ça qui est important. Tout le riz que nous consommons dans nos pays africains, majoritairement, viennent de l'Asie du Sud-Est. Ce n'est pas bien pour l'image d'un pays dit souverain aux Nations Unies. Si bien nous savons que cette souveraineté n'est que factice. Et les riz locaux qu'on produit chez nous sont vendus malheureusement plus cher que le riz venu de l'extérieur. C'est pas normal, Moïse. Il faut qu'aujourd'hui nos autorités africaines fassent l'effort de surpasser la peur qui les contient à s'approcher de leur population. Oui, du moment où ils créent trop de distance entre la population et eux-mêmes, c'est la preuve qu'ils ne sont même pas en sécurité dans leur maison parce que la personne qui est à côté d'eux comme garde du corps est plus proche de la population. Et là, c'est un cri d'alarme que je lance à tous les dirigeants africains, surtout que ce message, si jamais ça parvenait dans leurs oreilles, ils fassent l'effort. Parce que la psychologie africaine n'est pas à la base une psychologie machiavélique, d'où on peut forcément encore régler tout ce qui est déjà
en voie de détérioration, on peut le ramener à vie. Merci. Merci, monsieur Alès Mikafou. Je rappelle à tous les téléspectateurs que vous êtes analyste politique, acteur de la société civile. Monsieur Philippe Amédo dit que nous avons reçu par Duplessis aujourd'hui, citoyen engagé. Merci à vous tous qui nous avez suivis sur le www.afrowebtv.com. N'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Afroweb TV. C'est l'Afrique qui gagne. On se retrouve pour un autre numéro de votre émission Avis de la diaspora. C'était au micro à la réalisation Moïse Aguigan. Chaque semaine, la rédaction d'Afroweb TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur Afroweb